Bonjour, dans cette vidéo, je vais tout vous dire des tables de succession et absence. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce dont il s'agit et comment les utiliser, puis dans une seconde partie, je vais vous montrer quelles portes ces tables peuvent vous ouvrir. Ces TSA, comme on dit pour abréger table de succession et absence, sont des documents de plus en plus fréquemment utilisés pour compléter nos généalogies, ce qui est bien légitime quand on voit toutes les informations qu'elles peuvent nous apporter. Elles permettent, en premier lieu, de retrouver les héritiers de personnes disparues, que ce soit sur des périodes récentes ou anciennes. Ce n'est donc pas un hasard si elles sont utilisées depuis toujours par les généalogistes professionnels successoraux. Mais ça n'est pas tout. Leur usage est bien plus large que la simple recherche d'héritiers. En effet, sur les tables de succession et absence figurent tous les défunts, qu'ils aient eu ou non un héritage à léguer. Elles sont établies par bureau, chaque bureau couvrant à peu près le territoire d'un canton. Mon conseil est néanmoins de toujours vérifier de quel bureau dépend la commune sur laquelle vous effectuez vos recherches, car le recouvrement avec le canton n'est pas toujours exact. Les archives départementales ont souvent établi des fiches de correspondance entre bureaux et communes qui vous permettent d'y voir plus clair et de savoir où chercher exactement. Les TSA sont donc des super tables de décès, ne se limitant pas à une seule commune, c'est le premier de leurs intérêts. Examinons plus en détail leur dénomination pour comprendre un deuxième intérêt de ces TSA. Dans table de succession et absence, il y a bien sûr succession et il y a aussi absence. Donc, à côté des personnes décédées, on trouve également les déclarés absents, ces individus disparus en laissant leurs proches dans l'ignorance de leur destin. Et pour savoir quoi faire des biens qu'ils possédaient, il fallait un acte officiel qui permette leur transmission. C'est ainsi qu'une absence prolongée donnait lieu à une déclaration, l'individu étant considéré comme disparu à tout jamais. Il pouvait s'agir par exemple de militaires dont on était sans nouvelles depuis de longues années, ou bien des hommes et des femmes ayant abandonné le domicile familial, etc. De nombreux cas peuvent répondre aux critères de déclaration d'absence. Vous comprenez alors pourquoi ces tables peuvent s'avérer utiles quand on cherche ce qu'est devenu un ancêtre sur lequel on ne trouve rien. Autre chose encore, les tables de succession et absence sont établies là où le défunt avait son domicile. En plus des personnes décédées sur place et de celles déclarées absentes, on va donc trouver dans les TSA des ancêtres migrants qui ont pu mourir lors d'un déplacement professionnel, ou encore des ancêtres ayant une résidence différente de leur domicile et morts dans cette résidence. Dans cette éventualité, la table de succession et absence mentionnera la date et le lieu du décès, même s'ils sont très éloignés de là où habitait l'individu. Attention, si vous rencontrez le cas, pensez quand même à jeter un coup d'œil à la TSA du lieu du décès, ou même la TSA du lieu où il y avait des biens, car il peut exister d'autres déclarations de succession. On appelle cela des déclarations de succession foraines. Vous commencez à le comprendre, je pense, les tables de succession et absence sont les meilleurs amis des généalogistes. Pourtant, ce ne sont pas à l'origine des documents inventés pour nous. Ce sont des archives fiscales dont l'objectif est double. Premièrement, suivre la transmission des biens, notamment immobiliers, pour attester de leur propriété par tel ou tel. Et deuxièmement, taxer les successions. C'est donc un enregistrement des noms des propriétaires et c'est pourquoi les fameux bureaux où les TSA sont établis s'appellent des bureaux de l'enregistrement. C'est aussi le nom de la série où ces documents sont conservés aux archives départementales, désignée par la lettre Q, la série de l'enregistrement.
Sur un plan pratique, les tables de succession et absence sont classées par bureau, je l'ai dit, puis par tranche chronologique dans chacun d'entre eux. À l'intérieur des tables, les individus sont inscrits par lettre initiale de patronyme, puis par date d'enregistrement. Il n'y a donc pas d'ordre alphabétique strict, ni d'ordre chronologique absolu. Il arrive même que certaines lettres, pour lesquelles les patronymes étaient trop nombreux, s'étalent sur deux parties du registre, la première à la place légitime de l'ordre alphabétique et la suite renvoyée en fin de registre. Il se peut aussi que vous rencontriez des recouvrements de registres sur le plan chronologique, puisque l'ordre est celui de l'enregistrement, pas celui du décès. Il y a donc parfois des défunts qui apparaissent dans des tables longtemps après leur mort. Prenez soin de bien vérifier les dates exactes de chacune des tables que vous consultez, ainsi que de celles qui les précèdent ou les suivent. Il y a peut-être des recouvrements entre elles. Sachez enfin que les femmes figurent généralement dans ces tables à leur nom de naissance, mais certaines veuves peuvent y apparaître à leur nom marital. Le contenu des tables de succession et absence est relativement homogène au fil des époques. On y trouve les noms et prénoms des individus, leur date de décès, le lieu du décès, leur âge, leur profession et leur statut marital. Et bien sûr, les indications relatives à une éventuelle succession. Alors, maintenant que vous avez bien compris l'intérêt des tables de succession et absence et que vous savez comment les utiliser pour votre généalogie, je vais vous parler, comme promis, des portes qu'elles peuvent vous ouvrir. Car une table reste une table, c'est-à-dire un index renvoyant à un registre. Ainsi, quand il n'y a pas de succession, soit parce que le défunt est mort sans rien laisser, soit parce qu'il s'agit d'un mineur dont les parents sont encore vivants, la table de succession et absence ne renvoie à rien, et la recherche s'arrête là. En revanche, quand il y a du bien à transmettre, et donc à taxer, rappelez-vous qu'un des objectifs est de fiscaliser les héritages, la table renvoie au registre de succession qu'on appelle aussi registre des mutations par décès. Mutation, c'est-à-dire changement de propriétaire d'un bien. Jusqu'en 1798, seules les successions incluant des biens immobiliers étaient enregistrées. Puis, la déclaration de succession est devenue obligatoire pour tous les types de biens, meubles et immeubles. Les tables ont changé de nom aussi, au cours du temps. On trouve des tables alphabétiques de décès ou des tables des successions acquittées, suivant les époques, suivant les périodes, mais elles avaient grosso modo le même objectif que les tables de succession et absence. Alors, vous percevez maintenant un nouvel intérêt de ces TSA. Si un de vos ancêtres a légué du bien à des héritiers, quels qu'ils soient, naturels ou désignés par un testament, la consultation de la table vous donnera les indications pour accéder à la déclaration de succession elle-même. Si les tables de succession et absence sont de plus en plus souvent numérisées et accessibles en ligne sur les sites des archives départementales, en revanche, les déclarations elles-mêmes se consultent sur place, en salle de lecture, grâce à 3 informations que vous aurez repérées dans les tables: le bureau, la date de la succession et un numéro d'ordre. Et vous imaginez la richesse des informations que vous allez découvrir dans ces registres, mais c'est une autre histoire qui dépasse cette vidéo consacrée aux tables. Deux informations essentielles avant de conclure. Le délai de communicabilité tout d'abord. Les tables de succession et absence, ainsi d'ailleurs que les registres auxquels elles renvoient, sont consultables après un délai de 50 ans, y compris sur le web. Sachant que ces tables ont été créées à la Révolution et qu'elles ont existé jusqu'en 1971, il n'y a donc quasiment pas de différence entre ce qu'on trouve sur place et en ligne, puisque quand elles sont numérisées, les tables se consultent souvent sur Internet jusqu'en 1969. C'est un gros avantage par rapport au registre de décès de l'état civil ou même au recensement. Enfin,
grâce à l'indexation que Philae réalise des tables de succession et absence, il est de plus en plus facile d'y retrouver nos ancêtres. Mais, si on réfléchit bien, il y a mieux encore. Les TSA en ligne vont de la Révolution à 1969 et les décès recensés par l'INSEE de 1970 à nos jours. Alors, quand l'indexation de toutes les tables de succession et absence sera terminée et mise bout à bout avec l'index des décès issus de l'INSEE, qui sont également sur Philae, nous disposerons d'une méga table nationale des décès depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui. Fascinant, non ? En résumé, les tables de succession et absence concernent tous les défunts, femmes ou hommes, mineurs ou majeurs, riches ou pauvres. On y trouve les individus décédés et ceux déclarés absents, même s'il n'y a pas d'héritage à transmettre, ce qui en fait un document universellement utile. Ces tables sont établies là où le défunt avait son domicile fiscal. C'est là que vous devez les chercher. Elles sont dressées par bureau, donc à l'échelle de l'ordre du canton, mais avec parfois des territoires différents. Les défunts sont consignés dans ces tables par tranche de lettres initiales de patronyme, puis par ordre chronologique d'enregistrement. Les tables sont conservées dans la série Q, dite de l'enregistrement, aux archives départementales. Et enfin, c'est dans cette même série que vous trouverez les déclarations de succession elles-mêmes, auxquelles elles mènent quand il y a du bien à transmettre. Alors voilà, je termine ici cette vidéo sur les tables de succession et absence. Je vous souhaite de belles recherches, de belles découvertes et je vous dis à bientôt.